En juillet 2025, Brigitte Macron avance entre deux mondes. À Londres, elle incarne la première dame, souriante, précise, soumise au protocole. Quelques jours plus tard, à Amiens, elle redevient une sœur endeuillée, rattrapée par une douleur ancienne. Derrière son calme se cache une femme marquée par la perte, la culpabilité envers ses enfants et un choix amoureux qui a bouleversé deux familles. Pour comprendre ce qu'elle a gagné, il faut d'abord regarder ce qu'elle a accepté de perdre. Brigitte Trogneux naît en 1953 à Amiens, dans une famille connue pour son chocolat et ses macarons. Dans cette maison où le travail, la réputation et les traditions comptent beaucoup, rien ne semble pouvoir rompre l'ordre établi. Pourtant, derrière cette sécurité, une blessure précoce va façonner son rapport au temps, à l'amour et au choix. En 1961, Brigitte n'a que 8 ans lorsque sa sœur Marie-Vonne meurt dans un accident de voiture avec son mari. Pour une enfant, une disparition soudaine ne se résume pas à une absence. Elle transforme la maison, le silence des adultes, les habitudes familiales, jusqu'à la manière de regarder le lendemain. Brigitte comprend qu'une famille, même solide, peut être frappée en quelques secondes, sans avertissement et sans retour possible. Cette tragédie n'explique pas toutes les décisions de sa vie, mais elle offre une clé essentielle. Chez elle, la peur de perdre semble accompagnée d'une autre crainte, celle de laisser passer l'existence sans avoir osé la vivre. Plus tard, lorsqu'elle devra choisir entre la stabilité et un amour jugé impossible, ce souvenir donnera un sens particulier à ses hésitations. Attendre trop longtemps pourra aussi signifier renoncer à elle-même. Son enfance reste marquée par la culture, les études et l'exigence d'une famille respectée à Amiens. Le nom Trogneux ouvre des portes, mais il impose aussi une conduite. Dans une ville où chacun connaît les familles locales, l'intimité ne demeure jamais entièrement privée. Ce poids de la réputation deviendra décisif lorsque la vie sentimentale de Brigitte sera exposée aux commentaires et aux rumeurs. Bien avant l'Élysée, elle manifeste déjà un intérêt pour la vie publique. En 1989, à Trugtersheim, elle se présente aux élections municipales. Elle n'est pas élue, et cette expérience restera sa seule candidature personnelle. Ce détail montre qu'elle ne découvre pas totalement la politique en suivant Emmanuel Macron. Elle possède déjà une curiosité pour la cité et les responsabilités collectives. Mais rien ne laisse encore imaginer qu'elle deviendra un jour la femme la plus observée de France. Elle est surtout une épouse, une mère et bientôt une enseignante passionnée. Elle construit autour d'elle une vie organisée, comme si l'ordre pouvait protéger ceux qu'elle aime contre le hasard. Pourtant, la petite fille qui a perdu sa sœur n'a jamais entièrement disparu. Elle sait que le temps peut s'interrompre, que les certitudes peuvent céder, et qu'une vie trop prudente peut aussi devenir une forme de perte. Quelques années plus tard, elle fondera sa propre famille, puis un élève de 15 ans entrera dans sa classe de théâtre et tout ce qu'elle croyait stable commencera à vaciller. En 1974, Brigitte Trogneux épouse André-Louis Osière. Leur union semble suivre le chemin d'une famille stable et discrète. 3 enfants naissent de ce mariage, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Pendant des années, Brigitte partage son existence entre ses responsabilités maternelles et un goût profond pour la transmission. Au début des années 1990, la famille revient à Amiens. Brigitte enseigne la littérature, le français et le latin à la Providence. Dans sa classe, elle ne se contente pas de faire réciter des textes. Elle travaille le rythme, la voix, l'intention, le silence entre deux phrases. Ses élèves retiennent son énergie, son exigence et sa capacité à rendre une œuvre vivante. La littérature devient chez elle une manière d'observer les êtres humains. Les héros qu'elle fait étudier sont confrontés au devoir, au désir, à la peur du scandale ou à l'obligation de choisir. Sans le savoir, elle prépare peut-être déjà les mots qui lui serviront un jour à comprendre sa propre rupture. Derrière la professeure passionnée se trouve une femme attachée à l'ordre familial, consciente du poids de son nom et du regard d'une ville qui connaît les Trogneux depuis des générations. Il serait pourtant trop simple d'imaginer qu'elle vit dans un malheur secret en attendant une autre vie. Rien ne permet d'effacer les années passées avec André-Louis Osière,
ni de réduire leur mariage à un décor vide. Ils ont construit un foyer, élevé 3 enfants, et partagé une histoire dont les blessures futures ne suppriment pas la réalité. André-Louis restera silencieux face à l'exposition publique, refusant que son intimité devienne un spectacle. Pour Brigitte, la maternité occupe une place centrale. Elle accompagne les études, organise les journées et tente de protéger l'équilibre de ses enfants. Cette image de mère responsable rendra la suite plus douloureuse, car le bouleversement ne viendra pas seulement menacer son couple, il atteindra directement ceux qu'elle aime le plus. À cette époque, personne ne voit en elle une future première dame. Elle est une professeure reconnue, une femme mariée, une mère qui semble avoir trouvé sa place. Pourtant, son intérêt pour le théâtre l'a conduit à diriger un atelier où les élèves apprennent à habiter un rôle, à défendre une idée et à affronter le regard des autres. En 1993, un adolescent de 15 ans rejoint cet univers. Il possède une mémoire impressionnante, une assurance inhabituelle et une manière de parler qui intrigue Brigitte. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il fréquente la même école que sa fille Laurence. Dans une salle de répétition d'Amiens, la vie soigneusement construite commence à s'ouvrir sur un territoire dont personne ne mesure encore le danger. En 1993, Emmanuel Macron a 15 ans lorsqu'il rejoint l'atelier de théâtre animé par Brigitte à la Providence. Elle en a 39, elle est mariée, mère de 3 enfants, et sa fille Laurence fréquente le même établissement. Dès le départ, le rapprochement porte une tension que ni la littérature ni le temps ne peuvent effacer. Le lien naît d'abord dans le travail. Ils lisent, corrigent, discutent des personnages et reprennent les dialogues jusqu'à trouver le ton juste. Brigitte remarque chez cet adolescent une mémoire rare, une force de raisonnement et une aisance qui dépasse son âge. Emmanuel découvre une adulte capable de suivre ses idées, de comprendre son ambition et d'écouter ce qu'il ne dit pas ailleurs. Peu à peu, les répétitions deviennent des conversations plus longues. Leur complicité intellectuelle nourrit une proximité qui cesse d'être seulement scolaire. Mais raconter cette histoire comme une simple romance serait trompeur. Brigitte reste l'enseignante, Emmanuel demeure mineur, et l'écart de pouvoir rend la situation controversée. Même si leur relation résistera au temps, son origine continuera de provoquer malaise et interrogation. Lorsque les parents d'Emmanuel comprennent ce qui se joue, ils réagissent avec inquiétude. Leur fils est envoyé à Paris pour terminer ses études. Il demande à Brigitte de garder ses distances jusqu'à sa majorité. Cette séparation devait mettre fin à ce qu'il considérait comme une fascination passagère. Pourtant, la distance ne coupe pas les échanges. Les appels et les lettres prolongent un lien que les familles espéraient voir disparaître. C'est durant cette période qu'Emmanuel aurait prononcé cette phrase devenue célèbre. Il reviendrait et l'épouserait, quoi qu'elle fasse. À 17 ans, cette promesse ressemble à un défi lancé au monde adulte. Pour Brigitte, elle représente une possibilité aussi attirante qu'effrayante, car l'accepter signifie risquer son mariage, sa réputation et surtout l'équilibre de ses enfants. À Amiens, les rumeurs se propagent vite. Le nom Tromieux est connu, la famille Osière est touchée et les proches subissent des regards qu'ils n'ont jamais choisis. Le scandale ne concerne pas seulement la différence d'âge. Il concerne une enseignante mariée, un élève du même lycée que sa fille, et une ville où l'intime devient collectif. Brigitte ne part pourtant pas du jour au lendemain. Elle hésite, attend, tente de maintenir plusieurs mondes qui ne peuvent plus coexister. Elle aime un homme plus jeune, mais reste une mère terrifiée à l'idée de détruire la vie de ses enfants. La frontière a déjà été franchie. Désormais, chaque pas en avant aura un prix, et ce prix ne sera pas payé par elle seule. Après la séparation imposée par la distance, Brigitte ne choisit ni la rupture immédiate, ni la fuite. Pendant près de 10 ans, elle avance dans une zone incertaine, partagée entre la promesse d'Emmanuel et la responsabilité qu'elle ressent envers ses 3 enfants. Cette attente n'est pas un simple retard amoureux. Elle devient une épreuve silencieuse où chaque décision semble pouvoir sauver une vie et en briser une autre. Sébastien, Laurence et Tiphaine voient l'équilibre familial se transformer. Leur père s'éloigne, leur mère reste liée à un homme dont l'âge est proche du leur et les regards extérieurs aggravent une douleur déjà intime.
Tiphaine reconnaîtra plus tard que la séparation de ses parents fut une blessure profonde. La singularité de cette histoire rend l'acceptation encore plus lente, car il ne s'agit pas seulement d'un divorce, mais d'un bouleversement que toute une ville commente. Brigitte dira que son principal obstacle n'était pas l'opinion publique, mais la peur de détruire la vie de ses enfants. Elle pouvait supporter les sarcasmes, les soupçons et l'humiliation sociale. Ce qu'elle ne savait pas affronter, c'était l'idée de devenir, à leurs yeux, celle qui avait fait disparaître la famille qu'elle avait elle-même construite. Alors elle attend. Elle accompagne ses enfants vers l'âge adulte, les regarde tracer leur chemin et tente de limiter les dégâts. Dans le même temps, Emmanuel poursuit ses études, bâtit son avenir et reste présent. Leur lien résiste aux années, mais cette fidélité ne gomme pas les conséquences. Un amour peut être sincère et produire malgré tout de véritables blessures. La réconciliation familiale ne se fait pas en un instant. Elle passe par le temps, par les gestes, par la manière dont Emmanuel s'adresse à chacun. Il ne peut remplacer leur père et ne cherche pas officiellement à le faire. Il doit trouver sa place dans une famille déjà marquée, accepter la méfiance, comprendre que la patience ne suffit pas toujours à réparer ce qui a été perdu. En janvier 2006, Brigitte achève son divorce avec André-Louis Auzière. Le 20 octobre 2007, elle épouse Emmanuel Macron au Touquet. Il a 29 ans, elle en a 54. La promesse formulée à l'adolescence devient réalité après des années de distance, d'attente et de conflits. Mais le mariage ne clôt pas l'histoire. Il ouvre une autre étape, celle où Brigitte doit vivre avec une conviction douloureuse. Elle a choisi de ne pas manquer sa propre vie, tout en sachant que cette décision a bouleversé celle de ses enfants. Le bonheur obtenu ne supprime pas la dette morale. Il oblige seulement à apprendre à vivre avec elle. Lorsque la carrière d'Emmanuel Macron s'accélère, Brigitte cesse d'être seulement la femme qui partage sa vie. Elle devient celle qui observe, corrige et avertit. Son expérience d'enseignante et de metteuse en scène trouve une nouvelle utilité. Elle écoute les discours, repère une phrase trop longue, un geste trop raide, une intonation fausse. Là où d'autres pensent stratégie, elle regarde l'homme derrière le candidat. Cette influence n'est pas née à l'Élysée. Depuis le théâtre à Amiens, Brigitte connaît la manière dont Emmanuel construit une idée, occupe l'espace et cherche à convaincre. Elle sait aussi quand son assurance risque de devenir distance. Plusieurs proches la décrivent moins comme une épouse décorative que comme une entraîneuse exigeante, capable de dire ce que peu de collaborateurs osent formuler. Emmanuel Macron la présente souvent comme son point d'ancrage. Cette expression ne signifie pas qu'il lui abandonne ses décisions, ni qu'elle gouverne à sa place. Elle montre la place singulière qu'elle occupe dans un univers où le protocole et la puissance peuvent déformer la perception. Brigitte reste l'une des rares personnes autorisées à contredire le président sans calcul de carrière. À l'Élysée, son pouvoir demeure informel. Elle ne possède aucun mandat, ne siège pas au gouvernement et ne signe aucune décision publique. Pourtant, sa proximité avec le chef de l'État lui donne une influence réelle. Elle peut commenter une nomination, attirer l'attention sur l'éducation, le handicap ou la protection de l'enfance, mais son autorité repose sur la confiance privée. C'est ce qui fascine, autant que cela inquiète. Leur vie commune suit un rythme presque fusionnel. Ils tentent de ne pas passer trop de nuits séparées, échangent tard, se disputent, argumentent, puis se réconcilient. Cette proximité n'efface pas les désaccords, elle les rend permanents. Brigitte n'est pas seulement là pour rassurer son mari. Elle lui rappelle les réactions du public, la violence d'une formule ou le danger d'une posture trop distante. Cette place l'expose aussi à une contradiction. Plus elle aide Emmanuel à maîtriser son image, moins elle contrôle la sienne. Chaque vêtement, chaque regard et chaque mouvement deviennent matière à commentaires. La femme qui corrigeait ses élèves doit désormais vivre dans un théâtre national où le moindre geste peut être isolé, ralenti et transformé en preuve. Brigitte a gagné une proximité exceptionnelle avec le pouvoir, mais elle en paie le prix quotidien. Son influence dépend d'une relation intime, tandis que son intimité est livrée au public. Bientôt, elle devra montrer qu'elle existe aussi par ses propres engagements, au-delà de son rôle d'épouse
et de conseillère silencieuse. Après avoir quitté l'enseignement en 2015, Brigitte Macron ne renonce pas à ce qui a structuré sa vie. Elle change de cadre. La salle de classe disparaît, mais le besoin de transmettre demeure. À l'Élysée, elle cherche à exister autrement que comme l'épouse du président, en donnant une forme concrète à ses engagements. L'éducation reste son terrain naturel. Elle soutient la lutte contre le harcèlement scolaire, la protection de l'enfance et l'accompagnement des personnes handicapées. Avec le programme Livetab, elle aide de jeunes adultes sans emploi ou sans formation. Elle y retrouve une part de son ancien métier, écouter, encourager et rappeler qu'un parcours interrompu n'est pas une vie condamnée. Brigitte n'a jamais cessé d'être enseignante dans sa manière de regarder les autres. Elle croit au pouvoir des mots, à l'exigence et à la possibilité de recommencer. Dans certains ateliers, elle revient à la littérature et au théâtre pour offrir à ceux qui doutent un espace où ils peuvent reprendre la parole. À partir de 2019, elle préside aussi la Fondation des hôpitaux. Son action concerne les conditions de vie des patients, des proches et des soignants. Cette responsabilité lui donne une visibilité plus autonome. Elle ne parle plus seulement au nom du couple présidentiel. Elle défend des projets liés à l'hôpital, à l'isolement et à la dignité des personnes fragilisées. La crise sanitaire rappelle pourtant que le statut ne protège pas de tout. À la fin de 2020, Brigitte est testée positive au Covid-19, peu après Emmanuel Macron. Elle ne développe pas de forme grave et obtient rapidement un résultat négatif. L'épisode reste limité, mais il la place, comme des millions de Français, face à une maladie encore mal maîtrisée. Sa vie privée conserve une structure singulière. Brigitte est mère de 3 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants biologiques. Les enfants et les petits-enfants de son épouse forment donc son cercle familial intime. Cette famille recomposée, longtemps marquée par la rupture, devient avec le temps un espace de compromis et de reconstruction. Mais plus Brigitte tente de bâtir une identité publique utile, plus son apparence et son passé sont utilisés contre elle. Ses engagements sont relégués derrière les commentaires sur son âge, son couple ou son corps. Elle veut parler d'école, d'hôpital et de protection des enfants, tandis qu'une partie du public ramène son existence à son mariage. Cette contradiction prépare l'épreuve suivante, car il ne suffira bientôt plus de résister aux critiques. Brigitte devra affronter des images détournées, des rumeurs organisées et des attaques capables d'atteindre jusqu'à ses petits-enfants. En mai 2025, quelques secondes filmées à l'ouverture d'un avion suffisent à relancer les rumeurs. À Hanoï, Brigitte Macron tend les mains vers le visage de son mari. L'image est ralentie, découpée, commentée. Certains y voient une dispute grave, d'autres la preuve d'un couple au bord de la rupture. Emmanuel Macron répond publiquement. Il affirme qu'il plaisantait et se chamaillait. L'Élysée parle de moments intimes privés de son contexte. Rien ne permet d'utiliser cette scène comme une preuve de crise conjugale. Pourtant, elle révèle une réalité plus profonde. Le couple présidentiel ne possède plus de droit à l'ambiguïté. Quelques semaines plus tard, Brigitte affronte une douleur réelle. Au début de juillet 2025, sa sœur Anne-Marie, surnommée Annie, disparaît. Environ 2 semaines après, sa nièce Christine Aquin meurt à son tour après une maladie. Certaines publications mélangent les identités, inventent d'autres causes et transforment le deuil en matière sensationnelle. Brigitte maintient pourtant ses obligations. Elle accompagne Emmanuel Macron lors de la visite d'État au Royaume-Uni, puis retourne à Amiens pour les funérailles. Cette succession d'images montre la violence de sa fonction. Elle doit sourire devant les caméras alors que sa famille se réduit, respecter le protocole avant de retrouver le silence d'un cercueil. Ces pertes réveillent l'ombre de 1961. À 8 ans, elle avait déjà vu disparaître Maryvonne dans un accident de voiture. Plus de 60 ans après, elle enterre encore celle qui reliait son présent à son enfance. Sans prétendre expliquer toute sa psychologie, on comprend mieux pourquoi elle a souvent parlé de la peur de manquer sa vie. Pour elle, attendre peut aussi signifier perdre. À cette douleur s'ajoute une autre violence, celle des fausses accusations sur son identité. Une rumeur mensongère affirmant qu'elle serait née homme
s'est transformée en campagne internationale de harcèlement. Les attaques ne visent plus seulement son honneur. Elles atteignent ses enfants et ses petits-enfants, moqués à l'école pour des inventions répétées comme des faits. En janvier 2026, 10 personnes sont condamnées à Paris pour cyberharcèlement lié à ces accusations. La justice ne peut effacer les années d'humiliation, mais elle marque une frontière. Une première dame peut être critiquée pour ses choix ou son influence. Elle ne devrait pas être livrée à des mensonges fabriqués pour détruire sa dignité. Après Hanoï, les funérailles et les procès, Brigitte tente de conserver une part de vérité sur sa propre existence. Car son combat le plus difficile n'est peut-être plus d'assumer son choix amoureux, mais d'empêcher le monde d'écrire sa vie à sa place. Brigitte Macron ne peut être réduite à une différence d'âge, à une promesse adolescente ou à quelques images sorties de leur contexte. Son parcours raconte une femme qui a choisi de ne pas renoncer à sa propre vie, tout en portant la culpabilité d'avoir blessé ceux qu'elle aimait. Elle a gagné l'amour, l'influence et une place au cœur du pouvoir, mais jamais l'oubli du prix payé. Son histoire ne demande ni admiration aveugle, ni condamnation totale, seulement le courage de regarder une existence faite de choix, de pertes et de conséquences.